petite présentation rapide de l'équipe Via Trajectoire des Pays de la Loire. Moi, je suis Eva Dissépoli, je suis chargée de mission Via Trajectoire et j'ai rejoint l'équipe du GCS e-santé en août dernier. Ça fera bientôt 1 an. Mes collègues sont là, elles vont pouvoir se présenter. Et on a aussi la CNSA qui est présente aujourd'hui, donc vous pourrez aussi vous présenter. Donc, Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Lucie Louette, moi je suis chef de projet au GCS e-santé sur 2 outils, donc Via Trajectoire et également l'outil ROR, le répertoire opérationnel des ressources. Et Stéphanie. Voilà, bonjour à tous, donc Stéphanie Monet, je suis chargée de mission Via Trajectoire, comme Eva. Et du coup, Madame Myrtha, si vous voulez vous présenter aussi. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis chef de projet à la CNSA, donc sur le SI suivi des orientations, donc via Trajectoire Handicap, et sur l'outil qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le SI décisionnel, donc sur la partie vraiment exploitation statistique, finalement, de tout ce que vous saisissez en tant que MDPH dans cet outil. Merci. Programme de la formation, je vous fais un rapide tour sur le programme et ensuite ce sera la CNSA qui prendra la main pour vous faire la présentation. C'est le premier webinaire qu'on anime en Pays de la Loire sur le SID SDO. Donc on va d'abord vous faire une présentation de ce SID SDO. Ensuite on vous expliquera comment avoir accès au SID SDO. On vous fera une démonstration directement sur l'outil des principaux acteurs. On vous redonnera des liens et des coordonnées utiles et évidemment à la fin on pourra faire un temps d'échange et de questions. Et juste pour information, à qui est destiné ce webinaire? Donc à tous les agents de la MDPH, MDA, de l'ARS et du CD, amenés à exploiter des données statistiques de suivi des décisions d'orientation. Du coup, Madame Myrtha, si ça vous va, je vous laisse la main du coup sur la suite. Oui. Alors bonjour à tous, donc je vais prendre la main pour vous présenter justement ce qu'est ce SI décisionnel suivi des orientations. Donc là, ça va être voilà, la première partie. Alors, je sais pas, voilà, parfait. Je prends la suite sur ce sujet. Donc, ce qu'est le SIT SDO, c'est vraiment un outil donc, qu'on a mis en place donc, au niveau de la CNSA, qui est un système d'information décisionnel, donc vraiment avec des statistiques, l'objet étant vraiment de faciliter le pilotage et de vous aider à la décision, donc que ce soit au niveau de la MDPH, mais aussi des autorités de tutelle, ARS ou conseils départementaux. Derrière, ça vous donne des informations aussi sur les établissements et finalement la prise en charge qu'ils assurent aux différents usagers orientés par la MDPH. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que les données sont consolidées à partir de ce que la MDPH a transmis dans Via Trajectoire et de ce que les établissements sont venus saisir sur le parcours de l'usager, en indiquant que la personne est entrée, en liste d'attente, etc. Nous, on consolide tout cela. L'éditeur de Via Trajectoire, en fait, nous donnant un ensemble de données chaque mois. Donc, le premier de chaque mois, Via Trajectoire nous donne toutes les données et nous, ensuite, nous les exploitons et nous vous les restituons, en fait, visuellement. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, le fameux SID-SDO. C'est cette restitution visuelle qui est disponible aussi en ligne. Donc là, c'est l'avantage, c'est que c'est un outil que vous pouvez retrouver en un clic en vous connectant sur votre navigateur Internet. Et donc, il n'y a pas de sujet d'installation, il n'y a pas de sujet de mise à jour. La mise à jour, elle est faite en même temps pour tout le monde, quel que soit le territoire sur lequel vous vous connectez. Et donc, l'avantage de ces données aussi, c'est qu'elles vous permettent derrière de produire une analyse de l'offre médico-sociale, donc les établissements et l'offre qu'ils proposent, mais aussi de voir les réponses qui sont proposées aux usagers par rapport aux besoins qui avaient pu être identifiés par la MDPH, de voir aussi le mouvement entre les usagers, entre les territoires de ces mêmes usagers, puisqu'en fait, chaque département utilise Via Trajectoire, mais derrière, c'est un seul et même outil. Et donc, l'éditeur nous donne la base consolidée de tous les départements qui aujourd'hui utilisent Via Trajectoire. Donc ça, c'est pareil, c'est l'avantage en fait d'avoir un SI unique France entière. C'est que nous, au niveau de la CNSA, on récupère cette base de données et on est capable de vous dire, voilà, dans tel département, voilà la situation, dans tel autre, on peut comparer, on peut voir aussi des usagers qui bougent d'un département à un autre. Et puis le dernier point aussi, c'est sur les pratiques d'admission des établissements. L'idée étant de comprendre aussi, quand on zoome sur un établissement donné, de comprendre ses principaux indicateurs d'activité, voir combien de personnes il accueille, combien de personnes il a mis en liste d'attente, et de pouvoir aussi regarder les délais, c'est-à-dire entre le moment où la personne avait une décision et le moment où elle l'applique réellement, c'est-à-dire où elle rentre
dans l'établissement, elle est accompagnée par un établissement, combien de temps s'est écoulé. Et à terme, on pourra même essayer de décomposer ce délai en se disant est-ce que en fait, la personne a passé beaucoup de temps sur liste d'attente? Est-ce qu'elle a passé beaucoup de temps avant le premier contact avec un établissement? Voilà, tout ça, on pourra essayer de le décomposer ensemble et ça nous permettra d'avoir une vraie connaissance finalement de ce qui se passe aujourd'hui et des parcours de nos usagers. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Madame Dessépoli, pour le coup, c'est vraiment un outil qui est destiné donc aux ARS, mais aussi aux MDPH, MDA, aux conseils départementaux et puis aux groupements e-santé qui vous forment donc sur Via Trajectoire et qui connaissent très bien Via Trajectoire. Et là, ça leur permet, en un coup d'œil, de vous donner aussi des données statistiques, de vous aider à les lire, etc. Et de vous former donc sur ces sujets. Si on regarde juste après, donc, ça reprend un peu ce que je vous disais. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision et au pilotage. Donc, c'est un outil accessible en ligne et qui est alimenté chaque mois. Donc, chaque mois, en fait, les données évoluent. Elles sont mises à jour automatiquement. Et je vous montrerai, on peut savoir à tout instant de quand datent les données, puisqu'on vous a mis ça sur toutes les pages. Sur toutes les pages, on vous rappelle bien la date à laquelle on s'arrête pour qu'il n'y ait pas de confusion non plus. Le risque étant que, par exemple, un établissement fasse une action début du mois et qu'il s'attende à avoir l'impact tout de suite dans le SID, alors que ce ne sera pas le cas. Parce que c'est un outil qui est mis régulièrement à jour, mais qui n'est pas non plus du temps réel. Voilà. Donc ça, c'est important à savoir. Et justement, vis-à-vis des établissements, nous allons donc leur ouvrir cet outil à partir de septembre. Voilà, en se disant que ça va vraiment permettre de favoriser aussi les échanges et le dialogue, puisque vous aurez tous en fait finalement les mêmes indicateurs, ces indicateurs partagés, et que les établissements et la MDPH auront la main sur la source de données, puisque c'est Via Trajectoire. Donc il y a des choses qui sont incorrectes, etc. Ça peut être corrigé directement dans l'outil Via Trajectoire. Voilà. Et au niveau des conseils départementaux, vous avez accès aussi à l'outil comme les ARS et les MDPH depuis le 1er mars. Et on a aussi pour objectif de vous faire un tableau de bord plus spécifique qu'on vous offrira donc, éventuellement fin juin. Voilà, ce sera très proche de celui qu'on va vous présenter pour les MDPH, MDA, mais on pensait mettre par exemple des indicateurs complémentaires vis-à-vis de l'aide sociale à l'enfance, etc., en fonction des données aussi qu'on arrive à récupérer par rapport à ce que la MDPH nous transmet. Mais voilà, ça fait partie des pistes d'évolution, sachant qu'ensuite, chaque tableau de bord, le tableau de bord ARS grade, le tableau de bord MDPH, le tableau de bord ESMS, etc., pourra aussi évoluer dans un sens différent. C'est-à-dire que si l'établissement nous demande un indicateur en plus, on peut très bien se dire qu'on le rajoute sur leur tableau de bord, mais qui n'intéressera pas forcément la MDPH ou l'ARS. Donc voilà, ça nous permet en fait d'avoir cette souplesse-là en termes d'évolution. Ça remplace bien donc, la rubrique observatoire que certains d'entre vous connaissaient déjà dans Via Trajectoire. Parce que Via Trajectoire donc, avait proposé déjà quelques indicateurs, mais ce n'était pas forcément leur cœur de métier. Et surtout, voilà, l'enjeu, c'est vraiment que l'éditeur se concentre sur l'outil Via Trajectoire, le fasse évoluer et éventuellement vous fournisse des indicateurs d'usage, on va dire, en vous disant il y a 50 établissements qui se sont connectés ce mois-ci à Via Trajectoire, etc. Ça, c'est vraiment son cœur de métier. Par contre, la partie décisionnelle, analyse statistique, etc., finalement, c'est d'autres compétences et c'est vrai que ça prend énormément de temps aussi. Et il y a un aspect très métier. Donc, c'est pour ça qu'on l'a repris aussi au niveau de la CNSA pour que tous les territoires aussi aient la même chose. Alors, on avait vraiment un enjeu à ce que on n'ait pas une région qui travaille davantage ce sujet qu'une autre, mais que tous vous ayez en fait la même vision sur ces chiffres statistiques qui finalement découlent de votre travail de saisie et d'envoi dans Via Trajectoire. L'idée étant de faciliter donc, le pilotage, comme je le disais, de proximité et les échanges avec les établissements pour pouvoir leur dire en un coup d'œil, là, je ne comprends pas, votre liste d'attente est très faible, alors qu'on sait très bien des échanges que l'on a régulièrement ensemble que voilà, il n'y a pas 3 personnes en liste d'attente dans tel IME ou tel autre. Alors, donc ça va vous donner ça va vous faciliter ce travail. En ne nécessitant plus en fait que vous fassiez vous-même le travail d'extraction Excel et tout le travail derrière de consolidation. Voilà, donc en un coup d'œil, vous pourrez avoir ces chiffres. Donc c'est pour ça que cette formation est importante aujourd'hui, pour qu'on puisse voir ensemble comment obtenir ces chiffres et surtout quelle interprétation aussi mettre derrière. Voilà, donc on essaiera de vous dresser un peu ces différents éléments dans le temps qui nous est imparti. Dernier point sur la mise en qualité. Parce que, comme je le disais, tout dépend de la saisie des MDPH, MDA et des établissements dans Via Trajectoire. Donc, évidemment, si l'établissement ne se décrit pas correctement et qu'il ne vient pas mettre à jour régulièrement ces données, derrière, les indicateurs statistiques vont en pâtir.
Donc, on a vraiment un enjeu à tous revoir la liste des établissements, s'assurer qu'elle est complète et s'assurer que tous les établissements jouent bien le jeu de mettre à jour régulièrement. Pour la MDPH, c'est un peu la même idée, mais bon, vous le faites déjà, c'est vraiment cette idée de transmettre régulièrement les décisions d'orientation pour que les établissements puissent les retrouver et agir dessus, et que ce soit le plus réaliste possible. Donc, c'est-à-dire s'il y a des décisions d'orientation que vous n'envoyez pas, bah, derrière ça, c'est tout un pan de votre activité qu'on ne verra pas et des besoins des usagers qu'on ne verra pas non plus. Donc, ça risquerait aussi de fausser, on va dire, les indicateurs que l'on vous présentera. Les enjeux par public, vous les voyez donc ici représentés à l'écran. Donc ça reprend en quelque sorte ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que pour les ARS et les conseils départementaux, en tant que tutelle, vous avez vraiment cet aspect aide à la planification de l'offre. L'idée étant de vous montrer là où il y a le plus de tension et de pouvoir un peu zoomer sur une catégorie d'établissements donnés ou sur un public donné. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu de cet outil. C'est aussi de contribuer à vos échanges avec les gestionnaires de SMS, encore une fois avec des chiffres partagés et des chiffres que les établissements n'auront pas eu à produire, donc ça ne nécessite pas un travail en plus. Même chose pour la MDPH, MDA, les ARS et les conseils départementaux vous demandent aussi régulièrement des statistiques sur les orientations. Là, l'idée, c'est de remplacer, de vous éviter en fait d'avoir vous-même à consolider, mais que vous soyez plus sur la production de la donnée à l'origine, c'est-à-dire la saisie dans Via Trajectoire lorsque c'est nécessaire. Derrière, ça vous permet, côté MDPH, MDA, d'avoir des indicateurs en un coup d'œil et de pouvoir aussi mettre en place les actions nécessaires pour le suivi des orientations. Enfin, si vous souhaitez renforcer votre appui sur un type de public ou sur voir quelles sont les personnes qui sont en difficulté dans les toutes premières étapes du parcours, qui n'arrivent pas à démarrer, ça vous permettra de le voir aussi. Et de comprendre aussi derrière les écarts entre les décisions qui sont prises au niveau de la CDAPH et qui ont été prises suite à l'évaluation de la MDPH et la réalité finalement ensuite de la mise en œuvre. Donc pour comprendre aussi l'impact et les écarts éventuels entre vos préconisations et l'application effective. Pour les établissements, ça leur permettra de mettre aussi de comparer en fait leurs pratiques d'admission par rapport à ceux des autres établissements de la catégorie identique ou d'autres catégories. Ce sera intéressant de pouvoir comparer. Et aussi, à terme, on leur mettra des moyennes nationales ou d'autres territoires, ce qui leur permettra aussi de se comparer. D'harmoniser aussi forcément les pratiques. Si on se rend compte que pour un IME, on a un délai d'admission qui est de temps, alors que pour les autres, on est sur des délais d'admission bien plus faibles, on pourra s'interroger aussi sur la pratique de cet IME en particulier et l'organisation qu'il a pu mettre en place là-dessus. Enfin, les enjeux transverses, c'est vraiment finalement le côté réponse accompagnée pour tous, voir l'impact lorsqu'il y a des accompagnements mis en place. Et puis de pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, mettre en place des actions correctives si on se rend compte que sur tel pan de l'offre, on a vraiment un très fort déficit et que malgré la mise en place de plans d'accompagnement global, etc., il n'y a rien qui change sur ce sujet pour les usagers qui sont orientés vers ce type d'établissement. Alors, donc là, c'était vraiment les enjeux. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur cette première partie ou si ça vous paraît clair. En tout cas, voilà ce que cherche à faire le SI décisionnel et la manière un peu globale dont il fonctionne. N'hésitez pas, si vous souhaitez cette question. Je regarde dans le chat. Très bien. Bon, on continue. Dans ce cas, je vais vous montrer donc comment accéder au SID SDO. Donc, comme je vous le disais. Alors oui, les conversations parasites, malheureusement, je suis désolée, c'est parce que je suis dans un bureau partagé. Donc voilà, j'ai mon collègue qui est là aussi. Donc désolée pour le bruit en fond. Alors, sur l'accès, vous avez dû avoir au niveau MDPH, MDA et au niveau des conseils départementaux aussi des communications de manière à pouvoir donc créer votre compte. Donc, votre compte, c'est un compte unique en fait au niveau de la CNSA qui vous permet d'accéder à tout un ensemble d'applications, donc l'extranet, des applications pour les rapports d'activité, etc. Mais aussi cette nouvelle application qui est le SI décisionnel. Donc on a vraiment voulu s'inscrire là-dedans pour que vous n'ayez pas à créer un nouveau compte, de nouveaux accès, etc. C'est vraiment des accès un peu universels sur toutes les applis de la CNSA.
C'est assez simple. Il faut donc, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment de vous connecter avec votre navigateur Chrome. Donc, Google Chrome, c'est celui qui fonctionne le mieux. Enfin, on a testé les autres aussi, mais voilà, notre recommandation, on porte vraiment sur celui-ci. Et puis, donc, une fois que vous avez fait votre demande au niveau de ce portail CNSA, je vais vous montrer en quelques clics comment cela se passe. Eh bien, moi, je l'accepte derrière et on vous crée le compte en quelques jours dans le SID SDO et ensuite vous y accédez voilà, en routine en vous connectant au lien sur le portail CNSA. Si vous avez des difficultés, donc n'hésitez pas à nous le signaler. Donc au niveau de l'adresse qui vous est diffusée ici à l'écran, ou tout simplement au niveau du support. Donc, vous envoyez un message à support@cnsa.fr en demandant donc de l'aide pour créer ce compte, si jamais vous avez des difficultés parce que vous ne retrouvez plus votre mot de passe ou que sais-je. Ça peut arriver. Ou si le compte n'a pas été bien créé et que vous arrivez sur la petite image de la baleine bleue qui vous dit non, vous n'avez pas accès. Ça, c'est pareil, n'hésitez pas à envoyer dans ce cas-là tout de suite un message au support et on vous crée l'accès de manière complète. Alors, là-dessus, ensuite, ce que je vais faire, c'est... Alors là, on vous a mis aussi quelques diapos que vous retrouverez donc, dans le support qui vous explique la démarche, mais je vais vous la montrer, en fait, on va vous faire une démonstration en direct, ce sera encore plus parlant, sur la manière justement d'accéder à ce SI décisionnel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la main. Ensuite, je pense que les slides suivantes décrivaient davantage le contenu, vous le retrouverez aussi. Donc, je vais reprendre la main sur l'écran. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc là, comme vous le voyez, je me suis connectée à portail.cnsa.fr. Je vais vous mettre le lien. Portail.cnsa.fr. Donc là, c'est vraiment l'adresse à retenir parce que c'est celle-ci qui est... Voilà, je vous l'avais carrément avec le lien, qui est la vraie adresse pour vous connecter. Donc là, moi, je suis sur un espace de formation. Donc j'arrive, vous voyez, je suis automatiquement reconnue. Alors, si je me déconnecte pour vous montrer les premières étapes. Hop, ça met un petit peu de temps. Je vais le faire sur le tel. Donc, vous voyez le portail réel, vous arrivez sur cette page qui vous demande de vous connecter. Donc, avec votre identifiant et votre mot de passe identique pour toutes les applications de la CNSA. Si jamais vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à écrire à vous mettre dans m'inscrire. Là, donc, vous remplissez votre nom, prénom, etc. Et on va vous demander l'application à laquelle vous souhaitez accéder. Donc là, l'idée étant bien sûr de cliquer sur SI décisionnel SDO. Donc là, si je me connecte, vous voyez, à mon vrai compte, vous allez voir que je vais avoir accès à plusieurs applications. Donc l'extranet, le support informatique et celle qui nous intéresse, tableau de bord, qui est donc notre SI décisionnel suivi des orientations. En un clic, je suis renvoyée vers cette application et c'est comme ça que je peux donc me connecter et que je suis automatiquement reconnue. Donc c'est ce qui fait que, vous voyez, je suis accueillie, bonjour Claire Myrta, et donc ça c'est une page d'accueil avec des graphiques qui n'ont pas de sens, c'est plus pour vous montrer à quoi peut ressembler de l'application visuelle. Donc là vous allez dans le catalogue, et dans le catalogue vous retrouvez le rapport qui vous concerne. Donc là dans cette démonstration, vous voyez, je joue le rôle d'une ARS, de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et donc mes statistiques sont les statistiques suivies des orientations ARS. Je peux ouvrir ce rapport, et là j'arrive donc sur cette page globale, sur cette première page de mon rapport. Alors ce que je vais faire, c'est vous décrire la manière dont est organisé le rapport, et ensuite on rentrera un peu plus dans le détail des principales fonctionnalités, et puis de certains indicateurs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un zoom sur un indicateur ou un autre. Alors, ce rapport, la manière dont il fonctionne, vous voyez, vous avez en haut analyse de l'offre, analyse de la demande, flux, pratique des ESMS et glossaire. Ça, ce sont les 5 grandes parties, on va dire, de ce rapport. Donc, la première, analyse de l'offre. L'idée, c'est de regarder 2 ratios intéressants. Donc, le premier étant le taux d'occupation, qui est donc le rapport entre le nombre de personnes accueillies et le nombre de places installées. Vous avez un autre ratio qu'on a jugé intéressant, qui est un ratio par rapport aux listes d'attente. Parce qu'en fait, on s'est dit, on peut très bien vous donner un chiffre de liste d'attente, donc vous dire il y a X personnes, X usagers en liste d'attente, mais on s'est dit, autant vous le mettre aussi au regard du nombre de places installées sur ce même périmètre.
Je m'explique, si vous avez 50 personnes en attente en IME, mais que vous avez 10 places, bon, on voit bien qu'il y a une énorme tension. Par contre, si vous avez 50 personnes en liste d'attente, mais qu'on a 100 places, bon, le ratio n'est pas forcément aussi, comment dire, aussi tendu. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité tout de suite vous mettre ces deux ratios. Et puis, en dessous, vous voyez, on peut avoir un peu plus le détail. Donc, avec, vous voyez, les établissements, le nombre d'établissements concernés, le nombre de places installées. Voilà, vous avez vraiment le détail. Et ensuite, les deux ratios qui viennent ici. Ce que je vois aussi, c'est qu'on peut zoomer sur la liste d'attente pour comprendre un peu mieux comment elle est constituée. Parce que dans Via Trajectoire, les établissements peuvent donner plusieurs informations. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous dire, je viens de mettre la personne sur liste d'attente parce que je viens de recevoir sa demande d'admission, donc je suis en train de l'étudier. Ça, c'est un peu le premier niveau. Enfin, c'est tout juste de la liste d'attente, mais c'est voilà, j'ai bien reçu la demande d'admission et je l'étudie. Ensuite, vous avez la liste d'attente où la personne est admissible, c'est-à-dire que la commission a regardé, a évalué, a estimé que oui, cet établissement pouvait accueillir la personne, c'est-à-dire qu'il était en capacité de lui proposer l'accompagnement adéquat, mais sans être en capacité de lui donner une date d'entrée, en se disant, là, voilà, je sais que je pourrais prendre cette personne, mais à quelle date exacte, je ne sais pas. Et admis, finalement, c'est presque la fin de la liste d'attente, puisque là, on a carrément une date d'entrée prévisionnelle. Donc la personne est toujours sur liste d'attente, mais on sait qu'elle rentre dans cet établissement la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà. Donc ça vous permet finalement d'interpréter un peu mieux le nombre de personnes en liste d'attente. Parce que c'est pas la même chose d'avoir une liste d'attente de 8000 personnes, mais avec une majorité au statut admis, ou d'avoir 8000 personnes en liste d'attente, mais au tout premier statut. C'est-à-dire que l'analyse n'a même pas encore été complètement terminée. Et puis forcément 2 autres délais intéressants, le délai d'admission dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire entre le moment où la personne a sa décision d'orientation et le moment où elle rentre vraiment dans un établissement, combien de temps s'est écoulé en moyenne, et combien de temps en moyenne une personne reste dans un établissement. Ça, on a jugé c'est intéressant de les mettre au regard en se disant que si vous avez très peu de turnover dans un établissement, ça peut aussi expliquer que le délai d'admission soit très long parce que les personnes restent très très longtemps sur liste d'attente. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat sur les foyers de vie. Donc, la volonté de faire un zoom sur ces foyers de vie. Donc ça, je peux vous montrer, ça pourrait être l'objet de mon exemple tout au long de la démonstration. En fait, vous pouvez, grâce au filtre, en haut de la page, vous voyez, vous avez le département, le public, la destination, etc. Vous pouvez choisir un type d'établissement. Un type d'établissement, et là, au niveau de l'offre, comme les ARS ne prennent plus d'autorisation foyer de vie, mais qu'elles prennent des autorisations plus globales qui sont des établissements d'accueil non médicalisés, ce que l'on peut faire, c'est cela, c'est-à-dire regarder, faire un zoom sur les établissements d'accueil non médicalisés. Vous voyez, je décoche tout et je choisis EANM. Et là, vous voyez, tout se met à jour. Donc, le nombre d'usagers en liste d'attente et le nombre de places installées, donc forcément, ça a un impact sur mon ratio, etc. Donc là, le zoom est fait. Et on peut regarder pour ce type d'établissement en particulier. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ce filtre de haut de page. Je vais le laisser comme ça, quand je vais me balader d'une page à l'autre, je serai toujours dans un zoom sur les foyers de vie, enfin sur les EANM en tout cas. Si on continue un peu sur l'analyse globale, donc vous voyez, il y a l'analyse de l'offre. Ensuite, on peut regarder ces ratios par carte. Donc ça, je reviendrai un peu sur les interactions possibles avec les cartes. Et ensuite, j'ai un zoom sur une liste d'établissements. Donc là, rentrer vraiment dans le détail. Donc pour mes EANM, puisque là, j'ai continué à faire un filtre, pour mes EANM, je peux regarder ce qu'il en est pour le Rhône, l'Isère, etc. Je peux rentrer dans le détail, voir le nombre de places installées, le nombre d'accueils, le nombre de personnes dans les listes d'attente et les ratios dont on parlait. Alors, donc ça, c'est vraiment la vision offre. Et on regarde uniquement les établissements de votre territoire. Ça, c'est important à savoir. Si on a un usager qui est rentré, vous voyez, dans le SAJ, l'Oasis, mais qu'il a été orienté par une autre MDPH que la MDPH du Puy-de-Dôme, on le verra quand même apparaître forcément dans les personnes accueillies et les personnes en liste d'attente. Voilà. Parce que là, ce qu'on cherche à voir, c'est vraiment un focus sur cet établissement. Donc, peu importe finalement d'où provient l'usager. Dans tous les cas, il est accompagné ou il est en liste d'attente. Par contre, dans la deuxième grande partie, qui est l'analyse de la demande, sur laquelle, donc, vous voyez, je clique et ça me renvoie tout de suite sur la bonne page. Dans cette partie, là, je me concentre sur les usagers orientés par la MDPH. Donc là, vous voyez la différence. Un usager
peut très bien, dans ce cas-là, être accueilli dans un autre département. Je peux être la MDPH de l'un et avoir mon usager finalement qui trouve une solution dans un établissement voisin en Savoie ou dans un établissement carrément plus loin dans le nord de la France ou que sais-je. Voilà. Donc ça, ici, on se concentre finalement pour savoir ce que deviennent vos usagers. Alors, je vois plusieurs questions dans le chat, notamment des questions sur les inscriptions. Alors, attendez, je les règle tout de suite comme ça. Pour l'inscription au SID, pour sélectionner le type de structure, pour l'instant, en fait, on a deux tableaux de bord. On a un tableau de bord ARS au niveau régional et un tableau de bord départemental qu'on a appelé MDPH. Donc, si vous êtes CD, cliquez sur MDPH, en fait. C'est le niveau départemental qui vous intéresse. Voilà, c'est vrai que ça peut être trompeur, cette appellation. On aurait dû appeler ça régional et départemental. Mais bon, vous n'aurez plus cette ambiguïté parce qu'on va créer bientôt un tableau de bord CD. Donc, vous aurez la bonne habilitation. Et une fois inscrit sur le portail, l'application qu'il faut choisir, c'est tableau de bord. Tableau de bord ou SID SDO. Vous avez les deux appellations. Et je vois qu'il y a une question aussi de Madame Dozon. Je peux vous laisser la parole si vous souhaitez, si vous voulez ouvrir le micro. Oui, merci. Merci à vous. Juste, si on fait un zoom sur les foyers de vie, alors c'est vrai que sur le portail MDA, MDPH, on a encore toujours la notification foyer de vie. On peut filtrer pour enlever l'accueil de jour, avoir que les hébergements permanents. C'est possible de rentrer dans ce détail-là ou pas? Donc, d'avoir vraiment que la modalité du permanent. J'avais cette question-là, puis une autre question sur la liste d'attente. Alors, ce sera possible parce qu'aujourd'hui, les établissements, en fait, lorsqu'ils se décrivent, ils décrivent aussi leurs unités. Donc, je vous montre. Vous voyez ici, on a tout un ensemble d'établissements avec un numéro finesse. Par contre, si je clique à droite, je vous remontrerai la manip parce qu'elle est importante. J'ai 3 petits points qui apparaissent ici et je peux faire explorer pour dire en fait je ne veux pas m'arrêter au niveau établissement mais je voudrais voir aussi les unités. D'accord. Hop, donc là je clique ici et je vais pouvoir voir les unités. Donc vous voyez là dans mon exemple, j'ai la plateforme Psy Ouest Rhodanien. Donc je vois qu'il y a 160 places installées, mais que dans les faits, la répartition elle est plus fine que cela, c'est-à-dire que j'ai un service d'accueil de jour avec 25 places, 19 personnes accueillies, etc. Donc là, vous pourrez avoir le détail. Ce que vous ne pouvez pas encore faire, c'est en un coup d'œil, ne sélectionner que les services d'accueil de jour de tous les ESMS. Ça, oui, on prévoit de le faire. Ça, on prévoit de le faire, de vous rajouter en fait une espèce de petit filtre en haut qui dit je veux voir uniquement les ESMS qui ont une unité qui fait de l'hébergement ou une unité qui fait de l'accueil de jour. Ouais, parce que pour vraiment zoomer, on voit bien parce qu'il peut y avoir de la tension sur certains types de réponses, en l'occurrence chez nous sur le permanent en foyer de vie. Donc, j'aurais bien aimé, moi, regarder précisément ce qui se passait là sur les foyers de vie accueil permanent. Et du coup, sur les listes d'attente, vous nous avez montré tout à l'heure, donc dans le tableau général, on a bien nombre de demandes en liste d'attente et en dessous, finalement, le détail. Oui, le truc, c'est si pour mieux qualifier. Mais alors, dans le tableau général, le nombre de demandes en liste d'attente, c'est quoi? C'est celles qui sont en cours d'études, admis, ou je ne sais plus, il y avait les trois types de. Les trois. Là, c'est les trois. Donc, c'est-à-dire, si je vous continue mon exemple de la plateforme Psy Ouest Rhodanien, je vois que j'ai donc 13 personnes en liste d'attente et que je vois que dans les faits, on a pas mal d'attentes au niveau de l'EANM Tarare, un peu au niveau de l'unité de transition et d'apprentissage et une personne en attente au niveau du service accueil de jour. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir un peu plus le détail. C'est pas tout à fait ma question. Excusez-moi, je me suis mal fait comprendre. Quand vous, tout à l'heure, vous nous avez montré, si on voulait zoomer sur les demandes en attente, vous nous avez montré. Dans la première page, la possibilité ici d'avoir le détail. Voilà, donc en cours d'analyse, admissible et admis. Et du coup, dans le tableau général, on a quoi? Parce que là, par exemple, je vois, lors de votre première présentation, je regardais, je ne comprenais pas les chiffres parce qu'on avait des chiffres différents. Je ne retrouvais pas, finalement, dans le tableau général, soit les 134. Parce qu'il faut additionner, là, comment ça se passe? Vous les additionnez pour le mettre dans le tableau général?
Alors, J'ai pas bien compris. en fait, le calcul n'est pas très évident. C'est pour ça c'est que d'abord, on regarde au niveau d'un établissement. Donc, au niveau d'un établissement, on regarde quelles sont les personnes en liste d'attente et à quel niveau sont-elles. Est-ce qu'elles sont en attente pour l'accueil de jour, etc. Une personne peut très bien être en attente pour l'accueil de jour, mais aussi pour l'hébergement. Donc, dans ce cas-là, elle apparaîtrait 2 fois pour cet établissement. Elle apparaîtra dans la liste d'attente hébergement, unité hébergement et dans l'autre. Nous, ensuite, on consolide. C'est-à-dire que quand vous allez nous demander combien de personnes attendent quelque chose de cet établissement, on va vous dire, cet usager-là qui attendait deux réponses un peu différentes, il va compter que comme 1. Oui, c'est ça. Ah, oui, au niveau de cet établissement. Donc, on est obligé en fait, de dédoubler, on va dire, de dédoublonner. Et ensuite, au niveau carrément de... Ici, c'est ce que vous avez ici. Donc, le nombre d'usagers en liste d'attente, c'est des usagers qui potentiellement attendent une place dans un IME1, dans un IME2, enfin qui ont fait plusieurs demandes en fait. Parce que forcément, ils ne sont pas arrêtés juste à un seul IME. Mais nous, ça, on dédoublonne parce qu'on ne veut pas que cet usager, on laisse à penser en fait, qu'il attend 4 places, ce qui serait complètement faux. Alors, donc, on est obligé de faire ce travail. C'est là où on s'appuie sur son numéro individu, on regarde, mais qu'a-t-il fait finalement? Voilà. Et donc, il va apparaître ici. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris son statut le plus avancé. Donc, s'il est en attente dans un IME, où il a juste déposé sa demande d'admission, mais que dans un autre IME, il y a déjà eu un statut plus avancé parce que l'établissement a analysé son dossier et qu'il l'a déclaré admissible, dans ce cas-là, mon usager, il apparaîtra ici. D'accord. Il apparaîtra dans admissible. Donc la décomposition, elle est vraiment basée sur un individu donné, regardez là où il est le plus avancé dans son parcours pour une orientation donnée. Ok, merci. Dans la continuité de votre exemple, j'aurais une question. Excusez-moi si c'est possible. Oui, je vous en prie, dites-moi. Merci. Alors déjà, vous avez répondu à la moitié de ma question qui était si une personne est dans un établissement X et dans un établissement Y, est-ce qu'il était compté 2 fois? Donc ça, vous venez de le préciser. Donc ça, merci beaucoup déjà. Alors par contre, j'avais un autre exemple également. Par exemple, une personne X qui est en liste d'attente, par exemple, d'un EAP, par exemple, et qui a une place en attendant en IME, d'accord? Oui. Sur une même association. Donc, il va compter en liste d'attente sur le EAP. Exactement. Par contre, dans l'IEM, enfin oui, c'était un IEM, pardon, excusez-moi, et pas un IME. Dans l'IEM, il y a un certain nombre de listes d'attente. Par exemple, sur un polyhandicap, si on regarde en fait le total de la liste d'attente entre l'IEM et les EAP, est-ce que le fait que cette personne soit déjà dans une solution, est-ce que la liste d'attente est réduite? Je m'explique par là. Donc, cette personne prend une place à l'IEM, d'accord? Oui. Il est en liste d'attente sur l'EAP. Donc, s'il était en fait dans l'EAP, il y aurait une personne de moins dans la liste d'attente de l'IEM. Je comprends tout à fait. Alors ça, au niveau de l'offre, donc quand on regarde au niveau des EEAP, cette personne, elle apparaîtra comme en liste d'attente. Parce que quand on regarde son orientation, c'est ça son statut le plus avancé, elle est en liste d'attente, elle n'est pas plus loin. Si on regarde par contre au niveau des IEM, là on la verra comme personne accueillie. D'accord. Parce que du coup, on pourra zoomer sur l'un ou sur l'autre, vous voyez. Et par contre, pour aller jusqu'au bout de ma réponse, quand vous allez regarder cet usager, donc dans l'analyse de la demande, parce que la demande, on regarde justement vos usagers, vous allez regarder les personnes accueillies. Et en fait, dans les personnes accueillies, vous allez pouvoir savoir, est-ce que cette personne est en attente dans un autre SMS. Vous voyez, je clique ici, et là, je vais cliquer oui. Et donc là, elle apparaîtra, donc cette personne, comme étant accueillie dans le EAP, dans l'IUM, pardon, mais en liste d'attente dans... Alors là, ça ne marche plus, il y a un petit bug, mais normalement, ici, vous auriez eu un graphique qui vous dit il y a 10 personnes qui sont en attente d'une place pardon, dans un EAP. Parce que vous voyez bien, le truc, c'est qu'elle n'est pas sans solution. Elle n'est pas accueillie dans la solution idéale, mais elle n'est pas sans solution. Mais du coup, quelque part, elle fausse... Enfin, la liste, c'est comme s'il apparaissait 2 fois en termes de liste d'attente. Vous voyez ce que je veux dire?
pas tout à fait, parce que nous, on arrive finalement à reconstituer son parcours. C'est-à-dire qu'on arrive à dire, elle fait partie donc, des 1500 usagers qui ont une décision d'orientation IEM ou EAP. Elle fait partie des usagers qui sont accueillis quelque part, des 788. Ah oui, donc mais, on a, d'accord. Okay. Mais elle fait aussi partie des usagers qui sont accueillis. Mais leur décision cible, c'était, là, dans votre cas, c'était le EAP. Ouais. Et elles ne sont pas accueillies dans le EAP, donc elles n'ont pas encore mis en œuvre leur cible. Elles sont encore dans une espèce d'option alternative, et ça, on peut le voir. Ah, c'est super. Ah, bah, c'est super, parce que ça, on ne l'avait pas avant. Ouais. Ça, on peut le voir en fait grâce à la saisie de la MDPH, parce que la MDPH, quand elle prend sa décision, elle dit ça, c'est la décision alternative ou ça, c'est la décision cible. Et ça, c'est très important. Nous, on se base uniquement sur ça. Ah, ça, c'est une grosse avancée, parce que justement, je trouvais que les listes d'attente étaient faussées, par exemple, pour une même association. Et j'étais tombée dessus par hasard, en fait, dans le cadre d'un CEPOM, où du coup, on avait 2-3 personnes qui étaient en attente sur l'autre solution, mais qui du coup auraient libéré une place sur… Donc, non, c'est vraiment très bien ça. Alors, c'est intéressant. Voilà, ça résoudra des anomalies, mais attention parce qu'aujourd'hui, on a très peu de décisions pour lesquelles cette information est saisie, malheureusement. C'est pour ça qu'on ne vous a pas mis un filtre. Nous, ce qu'on aurait aimé faire, c'est justement trier la liste d'attente en vous disant je veux voir que les personnes sur liste d'attente avec une orientation cible, que celles avec une orientation alternative. Là, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça parce que ce n'est pas assez rempli pour l'instant. Donc, vous voyez, là, on retombe sur le sujet fiabilisation des données. Enfin, il va falloir qu'on ait ces informations sur toutes les décisions pour qu'on puisse vraiment s'appuyer dessus. Merci beaucoup. Alors, je regarde rapidement les autres questions. Est-ce que les statistiques sont au niveau départemental ou établissement, pas au niveau de la commune? Alors, c'est une très bonne question. Les statistiques, on a la décision d'orientation de la MDPH. Donc, on sait que cette décision est associée à ce département de la MDPH. On est vraiment sur du territoire MDPH. Par contre, on peut dire aussi, l'usager, je sais où il habite. Je sais qu'il est dans la commune, je ne sais pas quoi. Donc, à terme, ce qu'on pourra faire, c'est vous dire, pour tous les usagers qui habitent dans cette commune, voilà ce que l'on sait. On sait que ces usagers, en moyenne, ils ont des orientations IME ou des choses comme ça. Pour l'instant, on n'est pas encore allé à ce niveau infradépartemental. Mais à terme, on souhaiterait le faire. La difficulté qu'on aura, c'est par rapport aux établissements. Parce que les établissements, eux, ils se décrivent, ils disent j'appartiens à tel département, j'interviens sur tel département. Et nous, on se base en fait sur leur adresse administrative. Voilà. Donc, ce qui fait que si un ESMS a 4 antennes aux 4 coins du département, ça aujourd'hui, on n'est pas capable de l'exploiter. C'est un peu la limite de notre exercice. Dans le SIMDPH, oui, vous saisissez en fait l'adresse de l'usager. Donc c'est sur ça qu'on se basera en fait. On se basera sur la commune de l'usager. Alors, à terme, c'est pour le mois de décembre, une prochaine version. Excusez-moi, je me permets. Quand je mettais c'est prévu dans le SI, c'était par rapport à votre information sur l'orientation cible et l'orientation en attente. Je suppose que c'est prévu dans le SIMDPH. Tout à fait. C'est une obligation. D'accord. C'est une donnée obligatoire. De base, si vous ne saisissez rien, on part du principe que c'est la cible. Oui, ok. Par contre, si vous avez 2 orientations différentes, alors il y en a une que vous devez mettre en alternative. Okay. Mais c'est vrai depuis l'harmonisation du SI. Tout ce qui a été envoyé avant le SI harmonisé, malheureusement. Non, ouais. Après, c'est vraiment super intéressant, mais on voit bien que ça vient, c'est un outil complètement transversal, quoi, parce que ça intéresse tous les métiers au sein de la MDA, MDPH, mais du coup nos partenaires, SMS, l'ARS, on voit bien hein, la transversalité et l'intérêt de cet outil, quoi. Mais il va falloir qu'on diffuse largement et qu'on aille le présenter avec la DT dans les établissements. Non, c'est super, merci. C'est vrai que ça, c'est un de nos gros enjeux. Cet aspect, il faut que les établissements s'en saisissent aussi, parce que je change un tout petit peu lors de ma présentation, mais vous voyez, dans la pratique des ESMS, on a un onglet donc ça, qui s'appelle Zoom sur un ESMS. Et Zoom sur un ESMS, finalement, c'est je me restreins à juste cet établissement. Donc là, je peux choisir en un clic. Je peux choisir, par exemple, IME. L'IME Le Pré-Lyon, mais il n'apparaît plus. Ouais.
Hop, je suis en train de Je noter, sais c'est pas pas dans grave. quelle Vous émission. voyez, cette IME, automatiquement, on voit en un coup d'œil ces chiffres et lui aussi pourra les voir quand on va lui ouvrir l'outil. Et donc derrière, ça fera que vous voyez, vous pourrez échanger avec cette IME sur le nombre de places en accueil de jour, en accueil de nuit, sur la tension, sur un mode de prise en charge plutôt que sur un autre, etc. Donc ça aura vraiment un effet incitatif, on l'espère aussi, pour les établissements qui n'auront plus besoin de travailler par ailleurs pour fournir ces chiffres. En fait, là, en un coup d'œil, ils le partagent à tous, au conseil départemental, à l'ARS et à la MDPH. Voilà. Donc on espère que ça va aussi les inciter à utiliser davantage Via Trajectoire. Alors, j'espère que je n'ai pas raté de questions. Je continue sur l'analyse. Donc, on en était à l'analyse de la demande, qui est la deuxième grande partie. Vous pouvez aussi jouer avec, vous voyez, cette petite onglet en haut qui vous permet d'avoir en un coup d'œil toutes les pages. Vous voyez les 3 premières pages sur l'offre, toutes les pages ensuite sur la demande, les flux, les pratiques des ESMS, etc. Ça vous permet aussi de voyager autrement qu'avec le petit chemin de fer qui est en haut. Alors, sur le chemin de fer, si on continue, donc dans l'analyse de la demande, ce qu'on a fait, c'est cette vision d'ensemble. Donc, comme je vous le disais, on voit tous les usagers qui disposent d'une orientation IEM EEAP, parce que je vais garder mon filtre chez Bureau, orientés par la MDPH. Donc, ici, j'ai sélectionné toutes les MDPH, vous voyez, de mon territoire qui est Auvergne-Rhône-Alpes. Je peux très bien choisir de zoomer uniquement sur l'un. Alors, en tant que MDA, MDPH, conseil départemental, vous, le filtre est automatique. On a automatiquement filtré sur les données qui vous concernent. Voilà, en se disant que là, il y a aussi un sujet par rapport au RGPD, en se disant vous avez accès aux données que vous avez produites et qui vous concernent. Ce qu'on fera à terme, c'est qu'on vous mettra aussi des comparaisons avec les autres départements et les autres au niveau national aussi, pour que vous puissiez aussi vous positionner, parce que c'est l'intérêt aussi de cet outil. C'est de se dire, est-ce que l'attention, elle est principalement sur mon territoire ou aussi sur le territoire voisin, sur ce même pan de l'offre, etc. Alors là, vous voyez, j'ai restreint donc à l'un et aux IEM. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut voir donc un usager qui est accueilli. Donc, on peut voir aussi les usagers qui sont en attente de prise en charge. Et à l'intérieur de cette grande famille des usagers en attente de prise en charge, on peut regarder ceux qui sont en liste d'attente. Donc là, on entend vraiment au sens de liste d'attente des établissements. Parce qu'un usager peut très bien avoir sa décision d'orientation et n'avoir fait aucune démarche. Donc, il sera en attente quand même de mettre en œuvre sa décision, mais il ne sera pas encore officiellement sur une liste d'attente d'un établissement, puisqu'il n'a encore pris contact avec personne. Donc, ça vous permet d'avoir finalement cette vision un peu plus transverse que beaucoup de MDPH réclamaient, en nous disant c'est intéressant la liste d'attente des établissements, mais quid de tous ces usagers juste avant, en fait, qui n'ont pas pris contact, qui ont juste leur décision papier dans les mains et qui n'ont encore engagé aucune démarche. Voilà, ça, vous le verrez, vous le retrouverez ici. Ensuite, vous aurez les usagers qui n'ont aucun accueil, parce que vous pouvez très bien, comme tout le monde disait tout à l'heure, être en liste d'attente, quelque part, mais être pris en charge ailleurs, dans un autre type d'établissement. Ça, vous le voyez ici, et vous voyez ceux qui n'ont aucun accueil, donc nous, on a estimé 100 solutions, c'est ceux qui attendent depuis plus de 12 mois. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que je peux très bien avoir ma décision d'orientation et le lendemain, forcément, je n'ai aucun accueil puisque je n'ai pas encore démarré les démarches, mais je ne suis pas forcément sans solution. On estime que la notion de sans solution, il fallait la qualifier un peu plus. Donc, on a mis cette espèce de délai d'1 an. Il faudra qu'on le retravaille peut-être ensemble si vous estimez que ce n'est pas pertinent. C'est une première proposition qu'on a fait parce que le risque qu'on avait sinon, c'est qu'on avait un nombre de personnes sans solution qui était effrayant. Donc là, ça a un tout petit peu plus, on s'est focalisé vraiment sur les personnes qui attendent depuis plus d'un an. Et puis ensuite, comme on le disait, on peut faire un zoom sur ceux qui n'ont pas réussi à mettre en œuvre leur cible, qui ont trouvé une réponse alternative ou qui ont fait l'objet d'une dérogation, donc amendement Creton, donc ils ont quand même quelque chose, mais c'est clairement pas la cible pour un usager de rester dans un IME s'il a 25 ans. Et donc là, pareil, c'est un peu des amendements Creton aussi. Ou d'autres types de dérogations qui permettent à un usager de continuer à être accueilli par un CESAD, accompagné par un CESAD alors qu'il a 25 ans. Ça, c'est pas forcément un amendement Creton, mais c'est quelque chose qu'on souhaitait aussi vous mettre en avant. Et l'objectif ensuite, c'est, une fois que vous avez ce panorama un peu global, de pouvoir zoomer sur une des populations. Donc là, je vais zoomer sur les usagers en attente de prise en charge. Voilà. Finalement, c'est ceux qui peuvent vous intéresser aussi très fortement en se disant, mais qu'est-ce qu'ils attendent, qui sont-ils, où sont-ils situés? Donc, vous, au niveau de la MDPH, vous n'avez pas la carte.
parce que bon, là, vous voyez, là, la carte sur un département, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, au niveau de l'ARS, vous l'avez, parce que forcément, vous pouvez comparer deux départements l'un avec l'autre. Voilà, par exemple, j'ai mis l'un et le Cantal, comme ça, hop, voilà, en un coup d'œil, vous pouvez voir la différence entre les deux. Vous avez des légendes, donc n'hésitez pas à jouer avec les légendes, parce que ça vous permet de savoir voilà, à partir de quand on estime qu'on est à 100%, etc. Quelle est la couleur qui estime que c'est 100%, etc. En vous baladant aussi sur le graphique, vous pouvez voir, sur la carte, vous pouvez voir le chiffre. Donc là, vous voyez, j'ai 99 usagers qui sont en attente au niveau de là. Si je le descends, je peux en savoir plus sur mes usagers. Donc, qui sont mes usagers? Voilà, c'est une majorité plutôt de femmes pour les IEM et les EEAP. En moyenne, ils ont moins de 20 ans, ce qui est rassurant, puisqu'on parle d'établissement enfant. Si je veux en savoir un peu plus, parce que bon, moins de 20 ans, c'est un peu large, je peux cliquer à droite, vous voyez, sur ce graphique, et je peux mettre descendre. Ça me permet de voir la répartition par âge, par année en fait. Donc là, je vois le nombre d'enfants de 3 ans, 4 ans, etc. Et avec toujours la répartition homme-femme. Vous retrouvez ici. Et ensuite, je peux regarder leurs orientations. Donc là, forcément, comme on a zoomé sur les IEM et les EAP, ils ont des orientations enfants. Ça, c'est pas complètement étonnant. Et si je clique à droite, c'est ce qu'on appelle donc ici une carte de chaleur, je peux choisir de descendre, donc d'aller voir un peu plus au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est large, là c'est consolidé. Si je veux regarder la répartition entre mes deux départements, que sont le Cantal et l'Ain, je peux faire organisation MDPH. Vous voyez, donc là, mes 104 se répartissent. J'en ai 99 dans l'Ain et 5 dans le Cantal. Si je veux savoir comment ça se répartit entre IEM et EAP, parce que pareil, là j'ai deux types d'orientation, je fais la même chose, je clique à droite, et là je dis j'aimerais descendre, mais sur le type de droit et prestation. Et là, vous voyez, donc j'en ai bien 99 en IEM, dans l'un, mais mes 5 usagers dans le Cantal, c'est en fait 3 usagers qui attendent une orientation IME, de mettre en œuvre une orientation IEM, pardon, et 2 qui attendent de mettre en œuvre une orientation EAP. Voilà, donc c'est l'enjeu des cartes de chaleur, c'est ça, c'est que vous pouvez décomposer un petit peu plus les indicateurs. Et puis, celui que je vous recommande fortement d'utiliser au niveau des différents territoires, c'est celui-ci. C'est-à-dire, mes usagers attendent quelque chose, mais où est-ce qu'ils en sont de leur parcours? Et là, je me rends compte que, je vais faire la même chose, je vais zoomer au niveau de l'Ain et du Cantal. Au niveau de l'Ain, vous voyez, cette répartition, elle se fait, vous avez des usagers qui ont une décision qui n'a été adressée à aucun établissement. Donc très bien, ils ont une décision IEM, mais bon, elle ne sera jamais mise en œuvre à ce stade puisque aucun IEM n'est au courant que cet usager a une décision. Vous avez ceux où la décision, elle a été envoyée quand même à un établissement grâce au fait que la MDPH a désigné nommément un établissement dans cette décision, mais ça n'est pas allé plus loin. Donc l'établissement n'a pas forcément repris contact ou l'usager n'a pas repris contact non plus. Ensuite, vous avez la décision d'orientation a été lue par l'établissement, donc il a fait un premier travail d'analyse, mais ça n'a pas été au niveau du contact. Ensuite, vous avez le niveau d'après, le contact, et les niveaux qui nous intéressent, ce qu'on appelle, nous, la liste d'attente au sens SMS, c'est-à-dire la demande d'admission a été reçue par le SMS, il est admissible, il est admis, ou alors il est en admission impossible, donc là c'est l'établissement qui a fait toute l'analyse, mais qui estime que cet usager ne pourra jamais être accueilli dans son établissement. Vous voyez, donc vous avez vraiment ce panorama, et là ça vous permet de savoir un peu, si vous voulez agir sur cette liste de personnes en attente, dans les faits, c'est vraiment sur ce pan, on peut se dire au niveau de l'Ain, qu'on peut interagir, c'est-à-dire reprendre contact avec les 29 usagers qui ont été orientés vers des ESMS, mais pour lesquels il ne s'est rien passé ensuite. Ça peut être un enjeu. Ou alors se dire, j'ai peut-être intérêt à désigner nommément un établissement pour les 17, parce que clairement, ils n'ont pas su à qui s'adresser en fait. Voilà, donc ça vous donne tout de suite une analyse sur finalement les actions que vous pouvez mettre en œuvre ou non, en fonction aussi du temps que vous possédez, parce que bien sûr c'est un travail extrêmement chronophage, on en est bien conscient. En tout cas, ça vous donne cette analyse pour ensuite en faire ce que vous pouvez. Voilà, donc là on retrouve un peu la même logique. Et finalement, vous voyez là, je vous ai fait un exemple sur un des onglets de l'analyse de la demande, mais c'est la même chose sur tous. C'est-à-dire que si je vais sur les usagers accueillis, j'aurai un peu la même logique. Donc je vais regarder où sont situés géographiquement mes usagers,
leurs caractéristiques, est-ce que ce sont des hommes, est-ce que ce sont des femmes, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre au niveau de la MDPH pour essayer de les aider à mettre en œuvre leurs décisions, c'est-à-dire est-ce qu'on a mis en place un plan d'accompagnement global, est-ce qu'on a mis en place une petite alerte à l'établissement pour lui dire priorité pour cet usager parce qu'il a un risque de rupture, etc. Donc ça, vous le verrez avec la caractérisation et la priorité locale. Et puis ensuite, on retrouvera nos cartes de chaleur sur l'orientation et les statuts, etc. Alors, je m'arrête une minute pour regarder s'il y a des questions. Est-ce que vous pouvez exporter ces infos? Écoutez, ça me fait une excellente transition vers une fonctionnalité qui est très importante. Je vais vous prendre analyse de l'offre. Je vais vous prendre le 3e onglet, qui est le plus pertinent, je trouve, pour vous montrer la fonction export. Mais vous pouvez le faire sur n'importe quel objet. Alors, vous voyez au niveau ici de ce tableau, très intéressant, mais j'ai envie de faire d'autres analyses un peu croisées avec des données que je peux avoir par ailleurs sur cette IEM. Attendez, là, je vais peut-être élargir un tout petit peu. Je vais remettre tous les établissements. Voilà, donc j'ai mon tableau qui se charge. Hop. Et donc là, j'aimerais l'avoir en Excel. Donc vous cliquez sur ce tableau. Vous avez les 3 petits points qui vous permettent d'interagir avec cet objet tableau. Et vous faites exporter. Là, on va vous demander renommer si vous voulez ce tableau. Et vous pouvez surtout choisir le type de fichier. Donc attention, choisissez bien Excel plutôt que CSV, parce que Excel, ça garde la mise en forme, c'est vraiment plus pratique ensuite pour travailler avec. Et je vous conseille bien sûr d'inclure la mise en forme et d'appliquer le retrait à la hiérarchie. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous voyez, vous avez les AT, et ensuite vous avez le détail de ces unités. Et bien, dans votre Excel, vous aurez un petit écart qui vous permettra de bien distinguer les établissements et les unités. Voilà, ce ne sera pas mis au même niveau, donc c'est beaucoup plus facile à lire. Je fais OK, et ça sort donc au niveau de mes téléchargements, ça sort en Excel. Voilà, je prends un peu de temps pour vous le montrer parce que vraiment c'est une fonctionnalité que je trouve très utile. Ensuite, si vous avez des données populationnelles par ailleurs, vous voyez, hop, alors attendez, check, voilà, là ça s'ouvre. Et ensuite, je peux interagir donc avec cet Excel. Donc vous voyez, je retrouve vraiment les mêmes éléments. Je retrouve exactement ce que j'ai à l'écran. Si je n'avais pas fait la manip de tout à l'heure, vous savez, avec les 3 petits points pour descendre au niveau unité, je n'aurais pas eu les unités dans mon Excel. Il faut vraiment refaire cette manip si vous voulez l'avoir. Vous voyez, là, j'ai refait la manip dans l'autre sens. Donc là, ça va tout me réécraser pour rester au niveau établissement. Et bien, dans ce cas-là, quand je l'exporterai, j'aurai uniquement des établissements. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous avez réussi à le faire aussi. Je vois qu'il y a des questions sur la partie Creton aussi, sur donc le zoom sur la population des personnes en amendement Creton. Donc ça, vous le retrouvez au niveau de l'analyse de la demande et de vos usagers. On a eu pas mal de demandes des autres régions de l'avoir aussi au niveau de l'offre. Parce que forcément, là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a regardé sur les 100 usagers orientés par la MDPH, combien sont ceux qui font l'objet d'un amendement Creton. Et ce que nous ont dit à juste titre les ARS, c'est très intéressant, mais nous, on aimerait aussi savoir, pour le département de l'Ain, combien d'établissements accueillent des usagers Creton. Donc ça, on vous le mettra aussi, ça fait partie des évolutions qu'on va faire d'ici fin juin. On vous le mettra dans l'analyse de l'offre aussi. Donc là, dans mon exemple, j'ai 103 usagers qui font l'objet d'un amendement Creton. Alors attention, 2 manières de calculer cela. On regarde l'orientation de la MDPH, la décision. Si c'est marqué amendement Creton, on ne se pose pas de questions. On part du principe que c'est un usager qui fait l'objet d'un amendement Creton. Ensuite, on regarde les usagers de plus de 20 ans qui sont en ESMS enfant. En se disant, on peut très bien en avoir raté, en regardant juste les décisions, parce qu'à l'époque, avant l'harmonisation du SI, vous ne traciez pas forcément de la même manière cette information. Et on peut aussi avoir des dérogations, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux services. Voilà, des services qui accueillent en fait des usagers jusqu'à 25 ans. Donc ça, on peut aussi le faire apparaître ici. Donc, vous pouvez vraiment décomposer donc, le fameux chiffre qui était de, je ne sais plus combien, 103, pardon. Le 103, vous pouvez savoir qu'il y en a X qui sont identifiés comme tels par la MDPH et Y que l'on a identifié par un petit calcul en regardant nos usagers entrer dans un établissement enfant qui ont plus de 20 ans. Comme on a leur âge et l'établissement, on peut le faire facilement. Voilà, je ne sais pas si ça appelle des commentaires, cette partie sur les usagers Creton. Ce qu'on a jugé très utile aussi, c'est de comprendre quelles sont leurs orientations adultes. Parce que c'est intéressant de savoir que voilà, ils sont bloqués actuellement en IME, mais c'est intéressant de savoir que, vous voyez ici en Auvergne-Rhône-Alpes,
la majorité des personnes qui sont en amendement Creton cherchent en fait à mettre en œuvre une orientation EANM. Voilà, là, ça vous permet d'avoir cette information-là. Donc, en se disant que si on arrive à trouver une place pour ces personnes en EANM, derrière, ça libérera aussi certaines places au niveau des IM. Est-ce que vous pouvez voir des usagers Creton qui ont une orientation ESAT? Oui, vous pourriez les voir. Alors là, bon, dans le cas qui est ici, il n'y en a pas. Alors, mais qui n'ont pas fait de démarche en liste d'attente. Enfin, parce que du coup, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ceux qui ont une orientation exacte, mais qui finalement ont abandonné finalement les recherches en ESAT. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne se sentaient pas en capacité d'intégrer un ESAT. Oui. C'était plus dans ce sens-là, en fait, par rapport à la présentation juste avant, où vous montriez ceux qui n'avaient pas fait les démarches d'être en liste d'attente. Eh ben, c'est vrai qu'on n'est pas allé jusque-là, mais on pourrait tout à fait le faire. C'est-à-dire que là, je pourrais regarder sur les 36 personnes qui ont une orientation en établissement d'accueil non médicalisé, finalement, Oui, par où exemple. où en sont-elles Oui. ces 36 personnes? Est-ce qu'elles sont en liste d'attente? Est-ce qu'elles sont bien avant parce qu'elles n'ont même pas, elles ont complètement abandonné leur démarche, etc. Et puis on voit bien, il y a des familles qui ne souhaitent pas sortir d'IME parce que elles considèrent que l'accompagnement est mieux en IME et que ça les arrange finalement, entre guillemets, de rester en IME parce qu'elles, enfin voilà, donc c'est plus dans cette démarche-là. Je peux comprendre, oui. Eh ben, écoutez, ça, on peut le mettre typiquement, ça peut faire l'objet d'une amélioration. Donc, ça peut faire l'objet, voilà, il faut qu'on priorise parce qu'en fait, ce qu'on va faire en fin d'année, donc dans une deuxième version en décembre, c'est vous ajouter des indicateurs que vous aurez jugés pertinents. Donc, je vous ai mentionné tout à l'heure les crotons au niveau des établissements. Bah, ça peut aussi être le détail des démarches, ça peut aussi être un zoom qu'on peut ajouter. Je le note pour le mettre dans la liste des évolutions possibles. Super, merci. Et j'ai une autre question. Un PHV, enfin une personne handicapée vieillissante, qui aurait une orientation EHPAD finalement. Enfin, parce que du coup, il est trop vieillissant. Est-ce qu'on le retrouve dans Via Trajectoire? Parce que Via Trajectoire, c'est PH, pardon. Est-ce que du coup, on retrouverait les PHV qui auraient une orientation EHPAD? Non, on n'aura pas l'information qu'ils ont une orientation EHPAD. D'accord. Ce qu'on saura par contre, il me semble, vous voyez, on saura s'ils sont sortis d'un établissement, d'un ESMS pour aller vers un EHPAD. Ah, très bien Ça, on ça. le saura parce que dans les sorties, il me semble qu'il y a un des motifs qui est celui-là. On a un motif, attendez, hop, je vous le retrouve. Parce qu'une des possibilités de voir rentrer de voir des cretons aller en établissement adulte, c'est peut-être d'en faire sortir certains vers d'autres types de structures. C'est pour ça que. Eh bien, il me semble, admission dans un établissement pour personnes âgées. Vous voyez, là, donc on en a 13. Oui. Ah, super ça. C'est C'est super ça. Après, on Et n'a donc pas fait ça, de on l'a par zoom an. dédié sur les personnes handicapées vieillissantes. On n'a pas de zoom. Par contre, ça, on l'a par année ou on peut avoir de l'historique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. C'est ce que je vous disais tout au début en introduction. Là, vous voyez les données. Donc, vous voyez que ces données sont arrêtées au 30 avril 2022. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est mis en anglais. Bon, c'est le 30 avril. Vous verrez ce qu'on va rajouter aussi dans les évolutions. Donc, ça fait partie des évolutions un peu plus complexes qu'on prévoit pour décembre. C'est une page pour voir les principes, l'évolution en fait mois par mois. Donc, par exemple, j'avais X usagers entrés en janvier, j'en ai Y en février, Z en mars, etc. Voilà, de voir un peu cette évolution, de voir l'évolution des listes d'attente aussi. Enfin, j'avais 3000 personnes en liste d'attente, maintenant j'en ai 2000. Et de voir aussi, ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce qu'il y a eu une évolution du nombre de places installées? Parce que là, on peut se dire, ah bah ok, il y a plus de places installées, donc ça a pu avoir un impact peut-être sur la diminution des listes d'attente. Ou alors, est-ce que la MDPH a mis en place beaucoup plus de PAG? Et donc là, on peut se dire, ah bah ça a peut-être eu aussi un impact sur le fait qu'on a plus d'usagers qui ont réussi à trouver une solution, etc. Ça vous permettra vraiment, vous voyez, quand je dis que c'est un aide à la prise de décision, c'est ça qu'on va essayer de faire en fait. C'est de vous montrer l'impact finalement des actions que vous avez pu mettre en œuvre. Ah, c'est vachement bien ça. Je me permets de répondre à Georgette Fonseca Ndozon par rapport bonjour, sur les orientations éventuelles des personnes handicapées vieillissantes vers des EHPAD. On ne peut pas avoir parce que dans la mesure où ça ne fait pas l'objet de notification. Ça dépend, il y a des départements où c'est le cas. C'est pour ça. Ah, ça m'intéresse.
Ouais, Du coup, c'est pour ça que je posais la m'intéresse. question. Mais il me semble pas. Alors, ou alors, il faudrait regarder. Alors moi, ouais, je suis très intéressée pour savoir quels Ouais. sont les départements. Mais dans le cas du SI-MDPH, je vois pas comment ils font du coup, parce que ça peut Là, pas être une notification, c'est une préconisation, et du coup, je c'est sais pas le dans le détail par contre. SI. Ouais, donc à Ah, regarder de près, ouais. quoi. À Mais regarder ça, parce que mais dans des retours d'expérience justement sur nos travaux PHV, ouais. il y avait justement des établissements qui disaient que ça fonctionnait mieux, enfin qu'ils passaient du coup par la MDPH pour mettre à jour l'orientation et que il y avait dans ces cas-là une orientation. Mais du coup, concrètement, il faudrait que je vois comment par contre. Oui, parce que, ouais, parce que dans le cas du SI, je ne vois pas trop. Parce que nous, on s'orienterait vers peut-être une préconisation, mais pas une notification, quoi. Madame Dezon, vous Mais, pouvez me rappeler dans oui. quel département vous êtes? La Mayenne. Il me semble que c'était dans le 85. D'accord. Bon, bah, je verrai avec. Mais je vérifierai avec eux. Mais il me Ok. semble que c'est dans les établissements que j'ai visités dans le 85. D'accord, À d'accord. suivre. À suivre, oui. Merci. De rien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aussi sur les crotons, ce que je vous conseille, c'est de regarder au niveau de l'âge, parce que forcément, ça, c'est particulièrement intéressant, de zoomer. Donc, juste avant, vous voyez, vous cliquez à droite, vous faites monter. Donc là, vous arrivez à la majorité entre 20 et 30 ans. Ça, bon, c'est assez logique pour des usagers abonnement coton. Si vous cliquez à droite, vous pouvez voir le détail. Donc là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit qu'on a beaucoup d'usagers qui ont entre 20 et 21, beaucoup qui ont 21 ans, mais qu'on en a aussi quelques-uns qui ont 26 ans. Voilà, ça vous permet d'avoir de se dire, bah voilà, si on a une priorité, peut-être elle est au regard de des âges, voilà, enfin revoir ces usagers qui ont 26 ans, 25 ans, etc. Voilà sur la partie. Pour revenir sur ce que vous disiez avant, et juste pour être sûr d'avoir bien compris, par rapport aux données qu'on aperçoit, elles sont donc mensuelles, et les données mensuelles écrasent les données mensuelles du mois précédent. Et une des évolutions, c'est de pouvoir avoir l'ensemble un cumul de mois sur une année, c'est ça, ou on l'a déjà? Alors, on a déjà le cumul, c'est-à-dire que là, moi, je regarde ce qui existe dans Via Trajectoire, donc qui a été envoyé par les MDPH et saisi par les établissements depuis le début. Donc, j'ai l'ensemble. J'ai toutes les données existantes. Ensuite, je regarde les usagers qui actuellement ont une décision valable. Parce que, bon, bah, très bien, c'est intéressant de savoir qu'on avait un usager en 2000 qui avait une orientation IME, mais bon, c'est pas forcément le plus pertinent pour nous. Nous, on veut regarder actuellement, j'ai 10 000 usagers qui ont une orientation IEM, IME, etc. active, encore valable. Voilà, donc nous, on fait déjà ce premier travail. Et ensuite, ben, le mois suivant, la MDPH rajoute des nouvelles décisions. Et donc, ça va venir alimenter ce chiffre. Donc, on ne sera plus à 10 489, on sera à n'importe quoi, 11 000. C'est pas possible d'un mois, mais voilà. Vous voyez l'idée, on sera à 11 000. Et ce qui fait que le mois suivant, vous voyez, au 31 mai, je verrai apparaître ici 11 000. Le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de vous montrer que justement l'évolution. De vous dire, au mois d'avril, on était à 10 000, au mois de mai, on est à 11 000. Ça, vous ne l'aurez pas pour l'instant dans le SID. Parce que ce qui fait foi, c'est l'analyse qu'on fait à un instant T. Donc là, l'analyse qu'on fait sur les données du 30 avril 2022. Oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait avoir compris, mais je voulais Voilà. Donc, on ne prend pas juste ce qui concerne le mois d'avril, c'est-à-dire qu'on ne prend pas que les usagers qui ont une orientation valide entre le 1er avril et le 30 avril. On prend vraiment les usagers qui ont une orientation valide depuis très 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 longtemps, mais si elle s'arrête le 1er janvier 2022, on ne les regarde pas. Si elle démarre le 1er mai 2022, on ne les regarde pas non plus. Voilà. On est vraiment sur un temps donné. Je passe rapidement sur la suite parce que vous verrez, il n'y a pas forcément. Après, la logique est toujours la même. Donc, vous interagissez avec un objet en cliquant dessus à gauche. Vous avez les 3 petits points et vous pouvez interagir avec lui. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment la notion de export, comme on disait tout à l'heure. Le plein écran très utile pour les cartes. Et les cartes, vous en avez justement sur la grande partie qui s'appelle flux. Donc, les flux, en un mot, c'est je regarde donc, les usagers qui sont accueillis dans un établissement de mon territoire, mais qui ont été orientés par d'autres MDPH. Donc là, dans l'Ain, j'ai 5200 personnes accueillies. J'en ai 500 qui sont orientées par une autre MDPH que la MDPH de l'Ain.
Voilà, donc ça vous permet d'avoir une idée. Et quand vous allez en dessous, vous voyez pour quel type d'établissement, en fait, ces usagers sont venus chercher une solution dans l'un. Donc là, je vois qu'on a pas mal d'usagers qui cherchaient une solution au niveau des foyers d'accueil médicalisés, etc. Et si je zoome donc, sur la carte, ce que je vous recommande, bon, alors au niveau des MDPH, vous êtes déjà filtré, mais au niveau des régions, filtrez uniquement sur un établissement. Comme ça, vous allez voir les interactions des autres départements avec celui-ci. Donc là, je zoome sur l'un. Je clique sur la carte. Il y a les 3 petits points. Je mets un plein écran. Là, vraiment, ça vaut le coup pour les cartes. Je peux zoomer. Donc, vous voyez en utilisant aussi le plus qui est ici en haut à gauche. Et je vois que le point est particulièrement dense pour le département 73. Donc, en fait, on a beaucoup d'usagers qui sont en liste d'attente et qui ont été orientés par la MDPH du 73. Si je dézoome, je vois que j'en ai aussi quelques-uns qui viennent de Paris. Enfin, j'ai un usager qui vient de Paris, qui attend une solution dans l'un. Voilà, en tout cas qui a pris contact avec un ESMS de l'un. Voilà, la carte d'accueil d'à côté, c'est sur les entrées. Donc là, je vois que j'ai beaucoup d'usagers, j'ai 224 usagers qui sont entrés dans un ESMS de l'un, mais grâce à une décision qui a été prise par 69N, voilà, par la métropole de Lyon. Voilà, donc ça vous permet de répondre à la demande qui est assez fréquente de dire, mais finalement, est-ce que la majorité de mes usagers trouvent une solution sur mon territoire ou est-ce qu'ils vont chercher une solution ailleurs? Ça, c'est ce que vous verrez aussi dans le deuxième onglet, mes usagers pris en charge par d'autres territoires. Donc là, vous voyez, c'est en tant que MDPH de l'un, j'ai orienté des personnes. Combien ont trouvé une solution ailleurs? Donc là, même chose, je peux aller voir la carte. Hop. Donc là, clairement, je vais devoir zoomer. Sinon, j'appuie sur les 3 petits points et le plein écran, toujours la même manipulation. Et je joue donc ici, moi, avec ma molette, avec la souris, ou vous jouez avec le plus qui est ici. Voilà, comme ça. Et là, on voit qu'on a quand même beaucoup d'usagers de l'un qui trouvent des solutions un peu partout en France. Donc, vous voyez, on en a certains qui partent vers la région parisienne, d'autres qui partent vers le Pas-de-Calais, vers le 13, etc. Et puis, les points rouges, vous voyez, c'est les départements frontaliers, ce qui n'est pas non plus très étonnant. Et c'est là où l'aspect infradépartemental sera particulièrement intéressant. Parce que là, on ne sait pas, est-ce que, en fait, ils trouvent une solution dans un département qui est juste à la limite entre les deux départements, ou est-ce qu'ils trouvent une solution voilà, dans un établissement très particulier qui propose une offre spécifique. Donc, ce qu'on va faire aussi comme évolution pour décembre, c'est vous mettre les établissements précis vers lesquels en fait, les usagers partent, et pas juste le département. Ça, ce sera une évolution à terme. Et là, vous voyez, les traits auront encore plus de valeur, parce que vous pourrez vraiment suivre un usager jusqu'à l'établissement vers lequel il trouve une solution. Je ne sais pas si ça vous paraît clair, cet onglet sur les flux. Alors, il n'est pas forcément extrêmement détaillé pour le moment. Si jamais voilà, vous avez des besoins complémentaires, c'est pareil, on pourra en échanger. Ce qu'on va faire, en fait, c'est vraiment là, on vous a proposé une première version. Derrière, si vous voulez faire des évolutions, parce que il y a plein d'autres choses que vous souhaiteriez savoir sur ces usagers qui trouvent des solutions dans un autre département, on pourra le faire. On étudiera donc la question à chaque fois, la complexité, la priorité de ce sujet, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire vos remontées si vous voyez d'autres choses. Et la dernière grande partie, au-delà du glossaire, parce qu'en fait l'idée du glossaire, je peux vous le montrer en un clic, mais c'est de retrouver les définitions associées à chaque partie. Donc vous voyez, si au niveau de l'analyse de l'offre, vous vous interrogez sur qu'est-ce qu'on entend par usager en liste d'attente, tac, vous avez la définition ici. Les usagers en liste d'attente, c'est bien les 3 statuts dont on parlait tout à l'heure, et à chaque fois on vous a remis la définition du statut. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce chiffre. Et puis, on a aussi fait, ça on vous montrera tout à la fin, une petite documentation plus précise où on vous décrit le calcul de chaque indicateur. Si vraiment vous avez besoin de comprendre dans le détail un indicateur donné. Dans pratique des ESMS, vous allez retrouver la notion d'admission impossible. Donc là, vous savez, c'est quand un établissement déclare qu'il ne peut pas prendre en charge une personne. Et les motifs. Parce qu'on a estimé que ça, c'était vraiment un élément important. Vous voyez, est-ce que c'est plutôt un refus de l'usager? Quel cas, voilà, c'est une admission impossible, mais pas du fait de l'établissement. Est-ce que le SMS n'a pas réussi à joindre l'usager? Donc là, pareil, au bout d'un moment, autant que le SMS le signale, plutôt que de laisser cet usager, vous voyez, dans les personnes avec lesquelles il a eu un contact, mais pour lesquelles ça n'a rien donné, etc. Vous voyez aussi quand on a un problème de plateau technique ou un problème d'âge. Voilà, qui ça pourrait faire l'objet éventuellement d'une dérogation ou d'un échange avec l'ARS, le conseil départemental ou la MDPH.
Voilà, tout ça, ça vous permet finalement de voir en un coup d'œil la diversité des situations. Vous avez aussi la notion de priorité. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la MDPH qui met en évidence un ESMS qu'on est dans une situation assez critique et qu'on a un vrai intérêt à faire en sorte que cet usager soit pris en charge rapidement. Ça peut se passer par cette fameuse fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de caractérisation des situations urgentes, situations critiques, ou au contraire, décision de précaution, parce que ça peut arriver aussi, où la MDPH a fait cette orientation en sachant que la situation de vie de la personne va peut-être évoluer d'ici quelques mois, mais que ce n'est pas encore tout de suite d'actualité. Ça peut être intéressant aussi pour l'établissement, de savoir qu'en fait, il n'a pas besoin d'appeler la personne immédiatement, etc. Et vous avez aussi les sorties sur lesquelles on a zoomé. Je ne reviens pas sur le zoom sur un ESMS, ça c'est la toute dernière page, c'est la page 14. 13 pour les MDPH, parce que au niveau des MDPH, vous avez vu, vous n'avez pas les cartes globales. Donc au début, quand je vous disais dans l'analyse de l'offre, vous avez la carte avec les indicateurs, celle-là, vous ne l'aviez pas. Pour ici, le zoom sur un ESMS, vous pouvez faire une recherche par nom. Donc vous voyez, si vous voulez voir l'IME, le prélion, voilà, j'ai tapé prélion et je le trouve en un coup d'œil. Là, on l'a pensé, cette page-là, comme une page que vous pouvez utiliser dans un échange avec un établissement, dans le cadre d'un dialogue de gestion, dans le cadre d'une commission partagée avec la MDPH sur un sujet. Et vous pouvez l'imprimer, cette page. Donc, non pas comme je le faisais tout à l'heure, vous voyez, en cliquant sur chaque objet, parce que là, on n'aurait pas fini, mais en cliquant sur Fichier, donc en haut à gauche, Exporter. Et là, vous voyez, c'est un peu comme quand vous imprimez. Il va vous demander si vous voulez du PDF ou du PowerPoint. Moi, je conseille PDF. Et vous choisissez la page que vous voulez imprimer. Donc là, vous avez vu, c'était la page 14. Donc, j'ai marqué page 14. Et j'insère l'annexe, parce que l'annexe, elle va me rappeler si j'ai mis des filtres. Donc ça, c'est important parce que, voilà, que je sache exactement ce que j'ai exporté. Je clique sur Exporter. Alors, ça prend un tout petit peu de temps, parce que le temps que il m'exporte les graphiques, le tableau, etc. Et ça me génère un PDF qui a atterri donc, dans mon dossier téléchargement et que je peux ouvrir. Oui, voilà, donc ça ressort comme ça. Et ça peut très bien être quelque chose que je diffuse à mes partenaires avant la réunion ou que sais-je. Voilà, on l'a pensé comme ça, en tout cas cette page. On viendra l'enrichir si vous l'estimez pertinente aussi. Pour l'instant, on a mis les principaux ratios, les délais d'admission, et on a mis, vous voyez, le détail des unités, etc. N'hésitez pas à interagir avec les tableaux. C'est comme Excel, vous pouvez vraiment, en vous mettant sur le bord d'une colonne, l'étendre pour avoir le nom complet. Idem ici. Voilà, il faut vraiment faire en sorte que ce soit le plus lisible possible. Et donc voilà la manière dont on a pensé finalement cet outil, avec des grandes parties et vous permettant de naviguer de l'une à l'autre. Je crois que dans le support PowerPoint, on avait prévu aussi une page à la fin sur les ressources que vous pouvez retrouver. C'est vrai que là, donc, on vous fait cette première présentation. Vous voyez, je vous ai montré quelques fonctionnalités, je vous ai montré la logique globale, mais si ensuite vous souhaitez zoomer sur un indicateur, on vous a fait une documentation spécifique. Donc ça, peut-être je vous redonne la main, hop, pour que vous puissiez projeter. Et puis si jamais il y a d'autres questions, il nous reste 2-3 minutes, je pense, pour y répondre. Je ne sais pas si ça appelle des remarques, si vous avez d'autres réactions. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Du coup, on vous transférera évidemment ce PowerPoint où on a fait du coup des zooms. Donc là, c'est les indications de départ que Madame Myrtha vous a déjà données avec les fonctionnalités, voilà, vos options, votre profil, etc. Ensuite, on vous a fait un petit zoom donc, sur les différents menus qui ont été présentés par Madame Myrtha aussi. Là, le glossaire. On vous explique aussi comment filtrer les données. Donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps de tout saisir pendant le webinaire, je ne reviens pas dessus là dans les détails, mais voilà, ça vous remontre un peu les différents filtres. Et ensuite, on a réfléchi aussi aux questions que vous pourrez vous poser le plus fréquemment. Donc, par exemple, si je veux avoir une idée de l'activité de chaque ESMS, donc je vais dans l'analyse de l'offre, je vais sur mes ESMS, on vous explique comment pouvoir exporter le tableau en cliquant sur le tableau et le petit rond avec les 3 petits points et cliquer sur exporter. Je ne reviens pas sur le détail du tableau tout de suite.
Pareil, savoir pour les informations Creton. Donc pour l'instant, c'est juste dans l'onglet analyse de la demande et Creton. Donc c'est assez visible facilement. Et si j'ai bien compris, vous le retrouverez prochainement dans l'analyse de l'offre également. Je veux savoir combien d'usagers sont en attente. Donc l'analyse de la demande en attente de prise en charge. Voilà, je peux aussi faire des filtres sur le côté en choisissant un seul établissement ou en choisissant un type d'établissement, etc. Ensuite, je veux connaître le nombre d'usagers orientés par un autre département. Donc ça sera dans flux. Usagers de mon territoire orientés par d'autres MDPH. Vous allez retrouver du coup les différents tableaux présentés tout à l'heure. Et je veux savoir où sont mes usagers dans les autres départements. Et là, ce sera dans flux, mes usagers pris en charge par d'autres territoires. Donc, je ne m'attarde pas, mais de toute façon, vous aurez le support juste après où vous pourrez facilement naviguer aussi, vous, de votre côté, dans les onglets et puis tester les fonctionnalités du SID SDO. On vous a remis aussi les liens et les coordonnées utiles pour, en lien avec le SID SDO. Donc, vous avez différents supports de formation qui sont disponibles, notamment sur l'extranet de la CNSA et ils vont être mis aussi sur le site du GCS des Pays de la Loire. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore mis sur notre site internet, mais ça va être fait et vous avez aussi d'autres documentations liées à Via Trajectoire en attendant de toute façon. Vous allez retrouver donc un guide de connexion, un guide utilisateur et un guide de mode de calcul des indicateurs qui est très bien fait pour... Enfin, nous, pour prendre un peu en main l'outil, c'est vraiment avec ce document qu'on a réussi à prendre un petit peu plus facilement en main l'outil, où vous allez sûrement trouver les réponses à vos questions et à vos souhaits d'indicateurs. Un problème de connexion à l'extranet au Teams, à l'outil SID-SDO, voilà, un petit mail à support@cnsa.fr. Vous allez pouvoir relayer les remontées de terrain quant à d'éventuelles anomalies et des idées d'évolution. Donc, il y a un questionnaire, il y a un lien en fait, vous pourrez cliquer dessus et vous tomberez directement sur ce questionnaire-là. Et si vous avez des questions particulières, nous, au sein du GCS, on va pouvoir vous répondre, notamment si vous ne comprenez pas un indicateur ou vous avez besoin d'aide sur l'interprétation de données, on pourra vous aider sur ces questions-là. Et sinon, vous allez aussi pouvoir contacter plutôt la CNSA, l'équipe en charge du SID SDO, si vous n'arrivez pas à accéder au tableau de bord, j'ai des difficultés techniques de navigation, j'ai constaté une anomalie ou un bug technique. Voilà, nous, on va être votre interlocuteur niveau région sur les indicateurs et sur l'interprétation des données, mais après, on n'intervient pas du tout sur. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Et puis voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à naviguer sur le SID SDO et on remercie la CNSA, Madame Merta, d'avoir participé à ce webinaire en tout cas. Merci à vous en tout cas pour l'organisation et puis merci à tous pour l'attention et les questions. À bientôt, merci. Merci Au à revoir. vous. Au revoir.